Alors cette conférence va devoir s'articuler autour de l'intelligence artificielle et de la littérature. Et pour ça, nous avons deux invités d'honneur, donc Raphaël Dohan et Laurent Daudet, qui vont du coup parler de leurs ouvrages. Pour les introduire, je vais dire 2-3 mots sur les deux. Et on pourra du coup discuter autour de plein de questions, notamment liées à l'intelligence artificielle et à la littérature. Alors, Raphaël Dohan est essayiste, il est un haut fonctionnaire, ancien élève de l'école normale supérieure de Paris et de l'école nationale d'administration. Il est agrégé en lettres classiques. Il est auteur de plusieurs ouvrages à succès, dont celui qui va vous parler aujourd'hui, qui est « Si Rome n'avait pas chuté », paru en 2023. Donc, c'est un ouvrage qui allie histoire et intelligence artificielle. Voilà, il est là, vous pouvez le voir. Et nous avons aussi Laurent Daudet. Alors, Laurent Daudet est directeur de Lighton. Lighton est une start-up française à la pointe de l'IA générative. Laurent Daudet est aussi ancien élève de l'école normale supérieure. Il a une formation de physicien, métier qu'il a exercé pendant plusieurs années dans diverses universités en France, appelées des séjours à l'étranger. Il est aussi auteur de plus de 200 publications scientifiques et de brevets. Et actuellement, il est en congé, d'ailleurs, de son poste de professeur d'université à Paris-Cité. Il va nous parler de la bande dessinée Dream Machine, qui fut donc le fruit d'une rencontre avec le dessinateur et co-scénariste Apupen, et qui représente en fait sa première incursion dans le monde des romans graphiques. Donc, merci d'être là aux deux. Pour débuter, je vais vous laisser du coup faire un bref résumé de vos deux ouvrages pour les personnes qui n'ont pas forcément encore eu l'opportunité de les découvrir. Voilà, je vous laisse la parole. Bon, je commence. D'abord, merci à tous pour votre présence. On est ravis d'être là. Alors, ce livre, Si Rome n'avait pas chuté, je l'ai écrit par vraiment pure fascination, un peu de gamin en voyant arriver les modèles de langage, donc ces intelligences artificielles de synthèse de texte, il y a 2 ans, où moi j'avais une formation, donc pas du tout d'ingénieur, mais de littéraire, et donc j'avais passé un peu toute ma vie à travailler sur du texte, et pour la première fois, on voyait un ordinateur qui était capable de créer du texte inédit. Et je trouvais ça vraiment fascinant, ça renversait quand même beaucoup d'a priori qu'on pouvait avoir sur la création littéraire. Et comme j'avais publié des livres d'histoire auparavant, je me suis dit, tiens, je vais essayer d'en faire quelque chose pour faire un livre ayant un rapport avec l'histoire. Et je voulais pas simplement automatiser mon travail précédent. Et de toute façon, on en parlera peut-être, mais pour faire de l'histoire véridique, il y a quelques petits problèmes à utiliser des modèles de langage tels qu'ils sont aujourd'hui, parce que la véracité des informations détaillées n'est pas forcément leur fort. Et donc je me suis dit, c'est pas grave, je vais retourner ça en avantage, le fait que ces modèles aient tendance un peu à halluciner, comme on dit, à inventer des choses. Je vais m'en servir pour faire donc ce qu'on appelle une uchronie, c'est-à-dire un livre qui imagine l'histoire telle qu'elle ne s'est pas passée, quoi. Donc de se demander ce qu'aurait été le monde si un événement avait changé. Et de faire ça donc en sorte de dialogue avec l'intelligence artificielle, en lui demandant d'imaginer ce qui se serait passé. Et ensuite, moi, en tant qu'historien, je me demande si ce qu'a imaginé l'IA, c'est véridique ou c'est vraisemblable ou pas, c'est possible ou pas, et j'en tire des conclusions sur notre rapport à l'histoire, à la société et à la technologie. Bonjour à tous. Alors, le livre Dream Machine que j'ai coécrit avec Apupen, c'est vraiment le fruit d'une rencontre entre moi-même, donc qui suis, comme il a été dit, je suis entrepreneur et physicien, donc a priori j'avais pas du tout vocation à écrire un livre, en l'occurrence une bande dessinée ou un roman graphique comme on dit. Et j'ai rencontré Apupen totalement par hasard, alors qu'il était en France pendant 6 mois pour faire une résidence d'artiste au Festival d'Angoulême, enfin pas au festival, donc dans la ville d'Angoulême qui, en dehors du festival, propose des résidences pour que des auteurs, notamment étrangers, viennent passer quelques mois pour être au calme et produire. Et je l'ai rencontré par hasard, vraiment dans un cocktail, pour tout vous dire. Et il me montre un peu son univers graphique, qui lui, son univers graphique, c'est ce qu'il fait d'habitude des BD en Inde, donc, où il réinvente il va prendre la mythologie indienne, qui va remettre un peu à la sauce de super-héros. Alors vous imaginez un peu Ramayana, version super-héros, donc c'est assez caustique, et en se moquant des politiciens actuels aussi. Donc il y a tout un mélange qui est assez détonnant et que j'ai trouvé assez génial. Et puis il me dit, et toi, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je lui dis, moi, tu sais, je suis entrepreneur dans le monde de l'intelligence artificielle. Et il me dit, ah ouais, mais parle-moi plus, dis-moi de quoi ça va.
et plus concrètement en quoi ça consiste, parce que moi j'adorerais écrire un bouquin sur l'IA, parce qu'en Inde, lui il habite à Bangalore, comme vous savez probablement, Bangalore c'est vraiment la ville où il y a vraiment un énorme c'est le gros centre de développement mondial au niveau informatique. Et il dit il y a plein de gens tout le monde ne parle que d'IA, mais en fait personne ne sait vraiment ce qu'il y a dedans. Et surtout dans les développements récents, façon ChatGPT. Alors même à l'époque, quand on s'est rencontrés, il n'y avait même pas encore ChatGPT, c'était il y a 2 ans et demi. Et je lui ai dit oui, et justement, il est en train de se passer une grande révolution dans cette technologie sur ce qu'on appelle les grands modèles de langage, qui sont devenus après ChatGPT et autres. Et donc, on a essayé de créer un livre qui raconte un peu une sorte de double virtuel de moi-même, où c'est un entrepreneur qui est ancien universitaire qui a monté sa start-up à Paris pour faire des grands modèles de langage. Et donc, le personnage, on retrouve un tout petit peu de moi-même, bien entendu, même si après, toutes les histoires sont inventées. Et c'est l'histoire d'un entrepreneur qui se pose beaucoup de questions sur l'utilisation de sa technologie, parce qu'il se rend compte que c'est extrêmement puissant et qu'utiliser à mauvais escient, ça pourrait avoir des conséquences dramatiques. Mais voilà, c'est principalement ça comme point de départ de la BD. Et au fond, avec le sujet IA et littérature, on a en fait deux sujets, et nos 2 livres sont un peu le reflet de ça. Il y a la manière dont la littérature peut parler d'IA et la manière dont l'IA peut servir d'outil pour la littérature. Et donc j'avais envie de te demander, pour commencer peut-être, toi qui crées des grands modèles de langage et de l'IA, comment est-ce que tu trouves que la littérature, jusqu'ici, alors tu vas peut-être sans doute parler de l'expérience de ton livre, mais avant même ton livre, qu'est-ce qui a été bien vu par la littérature sur l'IA, ou qu'est-ce qui a été au contraire très mal vu peut-être? Alors ce qui est intéressant, c'est que souvent, du point de vue littérature, on pense beaucoup à la science-fiction finalement. Et je trouve que la science-fiction, j'adore la science-fiction, mais ça donne une perception de l'IA vue par la science-fiction qui peut être très souvent très anxiogène. J'ai tendance à penser que, en fait, moi, j'ai envie d'avoir un discours beaucoup plus positif sur l'IA qui, certes, peut avoir des conséquences, comme tout outil technologique, et comme même c'est ce qu'on appelle, en anglais, ils appellent ça les General Purpose Technology, des technologies à usage générique, des technologies comme Internet, comme le feu, comme le charbon, comme la machine à vapeur. Ce qui a d'ailleurs comme acronyme GPT. Ouais, GPT, justement. Donc je pense que c'est pas totalement coïncidence. Une coïncidence. Comme toute technologie comme ça peut avoir à la fois des effets extrêmement bénéfiques, mais aussi des effets très, très négatifs. Et donc je trouve que la science-fiction nous fait beaucoup réfléchir, mais plutôt sur les aspects un peu dramatiques, et parfois j'ai peur que parfois ça nous bloque un peu dans ce côté. Il va y avoir des Terminators qui vont détruire l'humanité. Non, Dieu merci, on sait très bien s'entretuer sans haute technologie. Voilà. Ouais. Il y a de toute les créations anciennes avant ChatGPT qui parlaient d'IA, celle qui m'a le plus convaincu comme étant assez réaliste, ou en tout cas assez probable dans la vision de l'avenir, c'était le film Her de 2013, je crois. Ouais, 2013, exactement. Ouais, ça, avec Joaquin Phoenix, qui montrait donc cet homme qui, dans un futur assez proche, devient amoureux d'une IA qui est dans son téléphone portable en fait, et qui lui parle avec la voix de Scarlett Johansson, mais qui n'a pas de visage dedans. Et il finit par avoir une relation assez intime en fait avec cette IA. Et c'est quelque chose qu'on peut concevoir à l'avenir finalement maintenant. Oui, effectivement, ça c'est un super bon exemple parce que c'était il y a 10 ans. Et à l'époque, quand j'ai vu le film, j'ai beaucoup aimé d'ailleurs. Et on avait l'impression que c'était dans un futur quand même relativement lointain. On avait l'impression que c'était justement de la science-fiction. Et maintenant, c'est devenu totalement réel. Enfin, c'est des trucs où on n'est pas encore tout à fait à ce niveau-là, mais ça devient totalement envisageable d'avoir des assistants virtuels à ce niveau-là. Donc c'est vrai que parfois la science-fiction, la réalité rejoint cette science-fiction. Et c'est ça qui est assez fascinant. Ouais. Et ça pose une question qui, je trouvais, au cœur finalement du sujet d'aujourd'hui, qui est le rapport qu'on a à la personne derrière le texte, la parole, quoi. Est-ce que on peut s'attacher à quelque chose qui ne fait que produire du texte, qui peut avoir une cohérence intrinsèque, interne, mais on sait qu'il n'y a pas un être humain derrière, ou pas. Et en fait, c'est la même question qui se pose si on lit un poème fait par IA, et on n'a pas le même rapport
au texte parce qu'on sait qu'il n'a pas été fait par un humain. Si on parle à un assistant virtuel, on sait que c'est pas une personne derrière. Et je trouve que c'est la question qui est encore un peu en suspens aujourd'hui, de savoir si on est capable d'apprécier une œuvre, un dialogue, un poème, une conversation pour elle-même indépendamment de la personne derrière, ou si au contraire on a toujours le besoin de ce lien avec l'humain. Je ne sais pas ce que tu en penses. Oui, c'est vrai que c'est une bonne question. Et d'ailleurs, dans les discussions qu'il y a en ce moment sur le EU AI Act, il y a le fait que quand une œuvre a été créée par de l'IA, il faut le mentionner. Alors, effectivement, ça change, comme tu dis, hein, ça change totalement la façon de voir, de voir l'œuvre. Si c'est mentionné, attention, voilà, ce livre a été fait en utilisant ChatGPT. D'ailleurs, on a utilisé aussi un peu d'intelligence artificielle pour faire des graphiques. Je ne veux pas tout dévoiler, mais oui, ça a été... après, c'est vrai qu'on a toujours utilisé des outils. Il faut voir ça juste comme un outil supplémentaire par rapport à la création. Personne n'est choqué d'utiliser un correcteur orthographique pour faire vos... sur ça. Voilà, c'est un outil comme un autre. Par contre, c'est un outil qui lui a ingéré des quantités de texte absolument colossales. Dans mon entreprise, juste pour vous donner une idée, le plus gros modèle de langage qu'on a entraîné, donc on fait des alternatives à ChatGPT. Sur le plus gros modèle qu'on a entraîné, on l'a entraîné sur 2000 milliards de mots. Alors, ce 2000 milliards de mots, ça ne dit rien à personne, mais 2000 milliards de mots, c'est autant de mots qu'il y a à la BNF. Il y a à peu près ça. Donc, c'est toute la Bibliothèque nationale de France. Si vous comptez le nombre de mots, c'est à peu près le même ordre de grandeur. Donc, pour vous dire un peu la taille des corpus absolument colossaux qui sont utilisés pour ça. Ouais. Ce qui d'ailleurs est beaucoup plus évidemment que ce qu'un être humain peut lire dans sa vie, même s'il ne faisait que lire toute sa vie, je pense. En fait, c'est ça qui est amusant, c'est qu'on parle souvent des questions de plagiat, d'inspiration, de dérivatisme de la création par IA, parce que ça repose sur l'entraînement sur des données. Mais en fait, en un sens, elles sont entraînées sur tellement plus de données que ce que nous-mêmes nous voyons dans nos vies, que à la limite, nous sommes plus biaisés pour reproduire ce que nous avons vu dans nos lectures respectives que peut l'être un modèle, en quelque sorte. Ouais, tout à fait. Alors après, c'est pas parce que l'IA a lu une fois tous ces corpus qu'il l'a compris. L'IA ne comprend rien. Il ne fait que... Ça reste des modèles statistiques qui prédisent des suites logiques de mots, logiques au sens statistiquement plausible. Donc il y a aussi cette notion que l'IA... on a l'impression qu'elle lit les choses, qu'elle lit les textes, quand on lit, ça sous-entend qu'elle le comprend, mais ça reste une machine totalement objective qui ne fait que des statistiques sur des suites, sur des séquences de mots. Et c'est ça d'ailleurs qui m'intéresse, c'est que la statistique remplace en quelque sorte le bon sens, enfin quelque chose comme ça. Quand je faisais mes études, mes professeurs de latin me disaient qu'on n'aurait jamais de véritable traducteur automatique par ordinateur d'une langue à une autre qui fonctionnerait. Parce que la langue, enfin la grammaire, la syntaxe ne sont pas des ensembles de règles vraiment bien clos et déterminés. Et par exemple, si vous prenez une phrase en français comme nous avons offert un chien à Paul, il a de beaux poils roux, a priori le il, nous on sait qu'il renvoie au chien et pas à Paul, parce qu'on dit rarement que quelqu'un a de beaux poils roux. Mais grammaticalement, rien ne le dit dans la phrase. Il, ça pourrait être le chien. Et si vous devez traduire en anglais, et qu'une machine devait le faire, une machine traditionnelle, disons, devait le faire, elle n'aurait aucun moyen de savoir que il doit être traduit par he ou par it, selon que c'est le chien ou que c'est Paul. Mais en fait, un grand modèle de langage le fait très bien, parce que statistiquement, il sait qu'il y a sans doute des corrélations entre beau poil roux et... enfin, les tokens qui composent beau poil roux et chien ou... et effectivement, ce qui est très nouveau dans cette nouvelle génération d'IA, des grands modèles de langage, c'est cette notion de contexte. C'est-à-dire, c'est pas juste... deux mots associés. L'IA s'est toujours intéressée au langage. C'est vraiment, depuis le début, l'IA s'est intéressée au langage, mais c'était souvent des associations de deux mots, simplement. Est-ce que deux mots sont probables l'un à la suite de l'autre? Et la grande invention des grands modèles de langage, tels qu'ils ont été faits maintenant depuis l'article fondateur, date de 2017, c'est la notion de contexte. On est capable de dire que deux mots sont probables dans le contexte qui peut aller chercher plusieurs pages auparavant pour comprendre ce contexte. Et c'est pour ça qu'on arrive à générer des textes qui sont très cohérents sur plusieurs pages. Quand on laisse l'IA écrire, au bout d'un moment, ça finit par peut-être un peu changer de sujet, mais en tout cas, ça reste très cohérent sur une très grande taille. Et avec un intérêt que je trouve encore plus grand quand on pousse le modèle à sortir des textes les plus courants
en faisant de l'interpolation, du mélange entre des sources qui n'ont rien à voir, qui ne se croisent pas en principe. Moi, c'est ce que j'ai fait beaucoup dans mon livre, c'est que si vous demandez un texte sur un sujet un peu bateau à un modèle de langage, il va vous sortir quelque chose d'un peu bateau parce qu'il va faire le plus vraisemblable, des enchaînements de mots, etc. Mais si vous le forcez à parler de quelque chose qui en principe n'a pas de rapport, par exemple de lui demander, ce que j'ai fait dans mon livre, d'imaginer la scène du Satyricon, du festin de Trimalcion dans l'Antiquité, donc cette espèce d'orgie romaine, mais dans une Rome qui aurait connu la révolution industrielle. Et donc ça le force à faire un texte là et à inventer quelque chose qui n'a jamais été vu nulle part, parce que je crois que personne n'a fait ça auparavant dans la littérature. Et donc là, ça le sort de sa zone de confort, si je puis parler ainsi, et ça fait des résultats assez intéressants. Ouais, moi, j'adorerais savoir ce que les gens de l'Oulipo auraient pensé de ce type de machine. Absolument, ouais. Oui, c'est vrai qu'en fait, il y a quand même, c'est pas tout à fait purement nouveau, parce qu'il y a des gens qui avaient pensé à ça. Et l'Oulipo, le surréalisme d'ailleurs en général, bien sûr, avec les cadavres exquis par exemple, avait déjà eu cette idée de créer des textes avec une part donc d'aléatoire, ou en tout cas d'absence de contrôle de l'auteur sur ce qui est créé par le texte, c'est vrai. Ouais. Et par ailleurs, le fait justement qu'on puisse avoir un texte qui est déconnecté d'un auteur direct, où c'est pas écrit par un humain, c'est quelque chose qui n'aurait pas tellement étonné des structuralistes en fait, en termes de théorie littéraire. Il y a eu quand même toute cette période, tout ce courant d'analyse de la littérature qui disait justement qu'en fait l'auteur n'est pas important. Ce qui compte, c'est le texte et les mécanismes internes du texte en fait. Que au fond, peu importe Flaubert, ce qui compte, c'est Madame Bovary et tout ce qu'il y a à l'intérieur de Madame Bovary et qui fait écho à l'intérieur de lui-même, etc. Et ça, c'est quelque chose qui finalement concorde assez bien avec ce qu'on peut faire en termes de création avec les modèles de langage. Oui, je suis entièrement d'accord avec toi. Ce qui est intéressant, c'est de savoir sur... de fait, ce chat GPT s'appuie sur tout un... ça pose quand même de gros problèmes. Il faut repenser la question par rapport au copyright aussi, puisque maintenant, ces IA vont s'entraîner normalement sur des données qui ne sont pas copyrightées, mais il y a une sorte de zone grise encore juridique sur savoir est-ce qu'on a le droit d'entraîner des modèles de langage sur toute la littérature qui existe, dont la littérature la plus récente. Et ça, là, elle est soumise au copyright. Et si on demande à un chat GPT, réécris-moi ça dans le style de Houellebecq, par exemple, je comprends que les ayants droit de Houellebecq, son éditeur, ne soient pas contents parce que peut-être que ça va générer quelque chose, ça aura capté quelque chose. Normalement, ça ne devrait pas, mais ça aura capté quelque chose du style de Houellebecq. Et en plus, la frontière est fine entre l'inspiration et quelque chose qui serait plus proche du plagiat, en fait. Parce que même pour un auteur humain, d'ailleurs, c'est normal de s'inspirer. Enfin, tout le monde s'inspire de tout le monde. Enfin, après tout, sinon, on aurait eu Homère et puis plus rien. Si on n'avait pas pu s'inspirer de ce qui précède. Mais en même temps, si on devient vraiment trop proche de ce que fait et qu'on a juste changé quelques mots dans un texte, etc., là, c'est clairement plus autorisé. Et donc la frontière entre ça, dans ce que produit un LLM, n'est pas si évidente à trancher non plus. Ça va être beaucoup du cas par cas, en fait. Il y aura Oui, c'est ça. C'est beaucoup du cas par cas. Je pense qu'il y a une nouvelle législation, un nouveau partage des droits d'ailleurs aussi qui devrait être discuté. C'est aussi un enjeu financier d'ailleurs. Parce que ce serait dommage aussi de priver, disons, l'entraînement de modèles de toute la littérature, enfin de choses comme ça. Ce serait pas tout, ça en fait partie aussi de la production de l'humanité et c'est intéressant que ce soit utilisé dans ce cadre-là, en tout cas je trouve. Et comme le disait Jean-Michel Jarre tout à l'heure dans sa conférence, il y a aussi un enjeu derrière la création de modèles, notamment en Europe et en France, d'avoir justement des sources qui soient elles-mêmes, qui reflètent notre culture, ce qu'on veut transmettre aussi, plus que ce que les Américains veulent transmettre. Oui, absolument. Et nous, c'est vrai que dans les modèles de langage qu'on fait dans ma société, on met du corpus qui a certes beaucoup d'anglais, mais aussi beaucoup plus de français que ce qu'il y a dans les modèles type ChatGPT. Et ChatGPT parle très bien français, c'est la question de la maîtrise du langage. On voit on n'a pas besoin de 2000 milliards de mots pour apprendre à parler bien français. Par contre, pour comprendre la subtilité de comment on voit le monde, c'est là où c'est important que les modèles aient vu le maximum de corpus qui correspondent à nous, les valeurs qu'on veut porter, qui ne sont pas forcément exactement les mêmes que nos amis américains ou nos amis chinois d'ailleurs. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que ces modèles-là, c'est comme une sorte d'infusion d'un corpus de texte ou d'un ensemble d'une culture. Il y a un chercheur qui s'appelle Pierre-Carl Langlais qui avait entraîné un modèle sur un modèle open source. Il avait fait une sorte de customisation du modèle sur
des textes anglais et français du XVIIe siècle. Et il avait appelé ça monade GPT en référence à la philosophie de Leibniz. Et ça avait fait quelque chose d'amusant parce que ça reflétait non seulement le style des livres de cette époque-là, qui est quand même très très particulier, et aussi l'idéologie derrière. Et au point que je me souviens qu'il y avait sur le forum associé au modèle, il y avait quelqu'un qui n'avait pas trop regardé la description, qui l'avait utilisé tel quel, et qui avait dit mais c'est quoi ce modèle? On dirait c'est de la propagande d'extrême droite catholique, enfin quelque chose comme ça, parce qu'évidemment il y avait des serments de Bossuet qui inspiraient tout ça et que ça faisait quelque chose d'un peu déroutant pour aujourd'hui. Mais ça montre à quel point ça infuse bien les valeurs et l'idéologie d'une époque. Tout à fait. Un jour, il y a quelqu'un qui est venu me voir en me disant est-ce que l'IA faite par ton entreprise, elle serait capable de faire aider à créer de la littérature, parce que cette personne avait essayé ChatGPT et disait que tous les sujets intéressants étaient finalement censurés par ChatGPT. Et c'est vrai que si on prend un sujet comme si on prend les tragédies grecques, c'est rempli d'inceste, c'est rempli si on prend le polar contemporain aussi, c'est rempli des perversions. Enfin, toute la littérature intéressante, finalement, c'est les perversions humaines. Et c'est des sujets qui sont censurés. Au sens ça, c'est un vrai sujet, effectivement. Moi-même, j'ai été confronté plusieurs fois en écrivant mon livre. Alors, il y a à la fois le refus du modèle de générer quoi que ce soit, et aussi la tendance parfois à faire quelque chose de très bienveillant. Alors, et encore, c'est pire avec... Moi, j'ai utilisé la version antérieure à ChatGPT, c'est GPT-3 de OpenAI, mais la version qui est dans ChatGPT, étant vraiment entraînée à être un assistant bienveillant, etc., a tendance à faire en sorte que tout se passe toujours bien dans les histoires qu'on invente, sauf à lui demander vraiment avec violence que ça se passe mal. Mais donc, par exemple, quand je lui fais imaginer que les Romains rencontrent d'autres civilisations à travers le monde, les Chinois, ça, il imagine toujours que c'est harmonieux, c'est incroyable, des échanges culturels, commerciaux, ils s'échangent des inventions, etc. Jamais il y a l'idée qu'il pourrait y avoir une guerre, alors que quand on connaît l'histoire romaine, bon, ça aurait pu arriver. Donc, il y a cette tendance-là qu'on peut combattre quand on lui demande spécifiquement, et même en réentraînant un modèle spécifiquement sur le type de texte qu'on veut, on finit par le faire, il n'y a pas d'impossibilité technique, mais c'est vrai qu'il faut faire attention à ces biais-là. Oui, entièrement. Ouais. Alors, il y a un autre sujet que je trouve intéressant sur le lien entre IA et littérature, c'est aussi ce que ça nous permet d'analyser ou de comprendre de la littérature ancienne, enfin déjà écrite. Je sais qu'il y a des gens qui travaillent en utilisant des modèles d'IA, par exemple, pour faire de l'analyse de plein de textes et d'essayer d'en tirer des statistiques, de voir des relations, de voir combien de romans, dans tous les romans écrits au 19e siècle, se passent chez les paysans ou à la ville, enfin ce genre de choses. Ça permet de connaître plus que ce qu'un seul chercheur à la BNF peut faire en allant à la main noter, etc. Ça, je trouve ça assez intéressant. Oui, là, on change totalement d'échelle maintenant par rapport à ce qui était possible autrefois sur les études par rapport à la littérature, même si c'est des choses qui ont été faites depuis longtemps. Là, maintenant, c'est d'une puissance et d'une échelle absolument colossale, ce qui est assez fascinant pour tout ce qui est recherche sur la littérature, sur la linguistique aussi également. Oui, absolument, les linguistes, ces nouvelles méthodes sont... Quand je parle à des linguistes, moi, je suis un peu un barbare, parce qu'ils nous voient arriver. Mon modèle, il a appris à parler français juste en voyant du texte. Il n'y a aucune règle, on ne met jamais aucune règle grammaticale, jamais aucune règle. C'est un modèle de langage apprend à parler une langue juste en voyant du texte. Alors, ce qui est marrant, c'est que quand on le regarde d'ailleurs au tout début de son apprentissage, il fait des phrases qui sont grammaticalement correctes, mais qui n'ont aucun sens au début. Et donc, les modèles, ils apprennent d'abord la grammaire avant d'apprendre le vocabulaire. Et c'est marrant, c'est pas du tout comme un enfant. Un enfant, il va sortir quelques mots de vocabulaire qu'il est arrivé à repérer. Et puis après, il fait des phrases sujet, verbe, complément. Mais donc il ne faut pas trop anthropomorphiser l'apprentissage non plus, parce que ça se passe de façon assez différente. C'est différent, ouais. Et d'ailleurs, est-ce que ce phénomène-là, ça peut être lié au fait que justement, il ne s'entraîne que sur du texte, alors qu'un enfant, évidemment, il apprend aussi des mots en relation avec le monde, avec les interactions physiques, avec des objets, avec ce qu'il voit, avec ce qu'il entend, etc. Est-ce que c'est ça qui manquerait en fait Oui, ça c'est une des pistes effectivement pour aller plus loin dans l'IA. C'est ce qu'on appelle le grounding. Il faut que cette IA soit liée à une expérience sensorielle, parce que effectivement les IA telles que ChatGPT n'ont aucune notion du vrai, du faux, n'ont aucune notion de ce qui est juste, de ce qui est
non, aucune notion d'éthique. Ça reste, voilà, ça reste des machines purement statistiques. Mais effectivement, pour aller plus loin, il faudrait que ce soit lié à un système de vision, même à un système de, je sais pas, haptique, de toucher, un système de, voilà, lié à un côté sensoriel. C'est une des pistes utilisées par les chercheurs actuellement pour aller plus loin, pour avoir des systèmes qui soient plus en connexion aussi avec la façon dont nous, on apprend la connaissance et le langage. Et c'est ça qui est, je trouve, assez intéressant. C'est la faute, ou pas la faute, mais la faille ou le manque des modèles actuels pour écrire, en particulier si on veut demander à un modèle de langage un poème sur ce que ça fait que d'être sous la pluie à Cannes, par exemple, il va faire quelque chose, mais évidemment, il ne l'a pas vécu, quoi. Enfin, il ne peut pas savoir ce que ça représente, la pluie, ce que ça représente d'être à Cannes, etc. C'est juste par voilà, corrélation statistique entre d'autres textes qui parlent de Cannes, de la pluie, et donc de faire le lien entre les deux, et faire quelque chose qui a du sens, mais qui n'est pas non plus relié à une expérience, contrairement évidemment à ce qu'un poète humain pourrait faire. Mais c'est pas pour moi, c'est pas forcément négatif non plus. Il y a des poètes qui n'ont jamais rien vécu. Enfin, il y a des gens ou des philosophes. Kant, il n'a pas vécu des choses extraordinairement mouvementées dans sa vie, et il a construit tout un système à partir en fait de ses lectures principalement. Donc, est-ce que pour toi c'est un problème ou pas d'ailleurs? Enfin, est-ce que tu verrais ça comme un manque? C'est effectivement. Je suis pas sûr que le poème écrit sur la pluie à Cannes soit le plus intéressant. Le sujet est peut-être pas terrible non plus. Non, mais pourquoi pas comme sujet, mais effectivement la machine. Après, je pense que c'est effectivement ce que tu as fait toi. Hein, l'IA va pas écrire tout. Quand l'IA écrit tout, c'est pas très intéressant ce qu'elle finit par écrire. Ouais. Ce qui est intéressant, c'est quand on fait dialoguer l'humain avec la machine et qui va sélectionner, qui va l'envoyer dans des directions particulières, la ramener sur un chemin particulier, lui dire de développer ci, de développer ça, ou au contraire. Enfin, donc c'est vraiment l'outil. C'est un outil supplémentaire. Ouais. C'est pas. Je pense que les livres entièrement écrits par IA sont pas très intéressants. Et c'est vrai que moi, je m'en sers toujours d'ailleurs beaucoup comme un outil pour stimuler la réflexion, plus que pour l'automatisation de l'écriture en fait. Et ça marche assez bien parce que quand on a une idée, que ce soit d'ailleurs dans la vie ou pour écrire, on est en général, et qu'on est un peu fier de cette idée, on a du mal à penser contre nous-mêmes et à essayer de se mettre dans la position de quelqu'un qui voudrait critiquer cette idée d'un point de vue un peu neutre. Et demander à un modèle de langage, voilà, donne-moi les 10 meilleurs arguments contre cette idée, il aura moins de scrupules que nous à essayer de trouver vraiment les meilleurs arguments que quelqu'un de moyen, disons, aurait trouvé contre cette idée. Donc je trouve ça toujours assez instructif. Ça peut être l'assistant tout à fait qui te... ou le meilleur ami à qui tu exposes les idées, ou le mentor à qui tu exposes les idées et qui va te donner des arguments, mais ça peut être aussi pour lutter contre l'angoisse de la page blanche aussi. Complètement. Au tout début, pour dire j'ai envie d'écrire un texte sur comment il faudrait que ça commence, et ça peut donner des idées supplémentaires. Moi, le titre de la BD Dream Machine, pour tout avouer, il a été suggéré par l'IA. Je lui ai mis l'histoire en une page. Voilà le résumé en une page de quoi parle mon bouquin. Suggère-moi des titres accrocheurs. Il est arrivé, il y avait 5-6 titres accrocheurs, dont Dream Machine, la machine à rêve. Je me suis dit, ah ouais, ça c'est bien, ça, la machine à rêve, ouais. ça résume bien ça. Mais donc c'était, voilà, j'avoue, le titre a été suggéré par l'IA. Moi, mon titre a été suggéré par mon éditeur, donc il y a quand même des choses qui restent humaines. Mais en fait, de manière générale, j'ai tendance à penser que ce qui fait que par définition, un auteur ne peut pas être remplacé, si c'est ça la question qu'on se pose, par une machine, c'est que en amont comme en aval, il y a des choses qui sont intrinsèquement de l'ordre de l'auteur, parce que en amont, faut bien décider de travailler sur quelque chose. Enfin, on a voulu faire tel livre, on a voulu qu'il ressemble globalement à ça. Après, dans le détail, on a voulu que les chapitres y ressemblent, ces orientations-là. Et puis, même si on fait travailler des IA, à la fin, il faut quand même sélectionner des productions, sauf à vraiment être un énorme flemmard et à prendre la première production que crée la machine, mais c'est évidemment la plupart des gens ne feront pas ça. Et donc on sélectionne, on choisit, on trie. Et ce travail-là que je compare parfois à un travail de réalisateur de cinéma. En fait, on a plein de plans, on a plein de bobines, et puis on coupe. Après, on sélectionne ce qui va rester. Et peut-être que sur 13 heures de tournage, de plans, on n'en retient que 2. Et en fait, c'est ce travail-là qui, de toute façon, on sera toujours à nous, en quelque sorte.
parce que même si une IA est entraînée à faire elle-même un travail de sélection, il n'empêche qu'on devra quand même valider et assumer, et ensuite publier la chose. Et la publication, c'est humain proprement, quoi, parce que c'est social. Tout à fait. Et tu as mentionné aussi quelqu'un qui est l'éditeur. L'éditeur joue aussi un rôle important dans la fabrication d'un livre, puisque c'est lui qui va orienter, qui va dire, lui, ça rentre dans une ligne éditoriale où il faut aussi qui est capable de dire le livre est trop... de faire une certaine critique littéraire aussi, de le sélectionner. De voir le rapport au public aussi potentiel, et absolument, c'est très très important. Et il y a, alors d'ailleurs sur les éditeurs, il y a une chose dont j'avais pas conscience auparavant, qui est que la traduction, ça coûte en fait très cher de faire traduire un livre pour un éditeur, parce que faire traduire un livre en soi, c'est par exemple, ça peut être 20 000 euros. Et c'est beaucoup plus que le cachet qu'on donne à un auteur, disons, normal, quand on crée un livre de toutes pièces, sauf vraiment auteur de best-seller absolu. Et donc, en fait, sauf pour les livres dont on sait d'avance qu'à l'étranger, ils sont extrêmement bien vendus et que donc, a priori, en France, ils marcheront aussi très bien et qu'on aura un retour sur investissement pour l'éditeur, c'est pas très intéressant, en fait, de traduire. Et donc, il y a beaucoup de livres qui, pourtant, vaudraient le coup d'être traduits, qui ne le sont pas pour cette pure raison économique, qui est donc qu'un traducteur coûte plus cher qu'un auteur, en fait. Et pour certains livres, avec de la traduction par IA, on aurait la possibilité d'avoir accès à beaucoup plus de livres étrangers, en fait, disponibles en français, parce que de toute façon, en plus, alors il y a une partie des livres où, pour traduire de la poésie, des romans très littéraires, il faut quand même qu'il y ait toujours un traducteur humain, parce qu'il y a une sensibilité à avoir là-dedans. Mais il y a aussi des livres, des essais, des choses où c'est un peu moins important et où avoir juste un relecteur qui de toute façon est là dans le processus éditorial, qui est capable lui de remanier ce que l'IA aura mal fait et d'avoir peut-être accès donc à un plus grand nombre de livres traduits en français. Oui, mais effectivement, cette IA change le boulot des traducteurs. Et les traducteurs ne sont pas toujours ravis de se voir juste comme relecteurs de ce que fait la machine. Et c'était un peu la raison de la grève des scénaristes d'Hollywood, d'ailleurs. Les scénaristes d'Hollywood qui se sont mis en grève. Qui aurait dit il y a 5 ans, quand même, que les scénaristes d'Hollywood allaient se mettre en grève? Enfin, moi, s'il y a 5 ans, on m'avait demandé quels seront les derniers métiers qui vont être automatisés par l'IA, j'aurais dit, bien sûr, les derniers métiers, ceux qui sont à l'abri, c'est les créatifs. Les créatifs, ceux-là, c'est clair que ça sera les tout derniers. Et là, on voit que bing, ça impacte Hollywood, ça impacte les gens comme ça, et qui disent, mais maintenant, notre métier, c'est simplement relire des scénarios qui ont été pré-mâchés par l'IA, et c'est pas vraiment ce que les gens aiment faire. Voilà, donc ça remet en question pas mal de choses là-dessus. Et c'est la meilleure comparaison que je vois historique, c'est avec l'invention de la photographie. Je crois qu'on en parlait avec Jean-Michel Jarre ce matin, et je m'étais penché dessus parce que pour voir la réaction de la société à l'invention du daguerréotype, de la première photographie au 19e siècle, parce que c'est un peu le même genre de bouleversement pour les artistes en particulier qu'à l'époque. Et les peintres avaient eu initialement une réaction assez hostile à la photographie, comme on peut l'imaginer, et de fait, une partie des peintres se sont vus remplacés dans leur tâche par la photographie, parce qu'il y avait des peintres de portraits miniatures, par exemple, qui faisaient ça un peu à la chaîne pour des gens qui voulaient avoir littéralement l'image de leur femme, de leurs enfants, et pouvoir l'afficher sur un mur ou dans leur poche. Et ça, clairement, c'était une fonction qui pouvait être automatisée par la photographie. Mais ensuite, la plupart des peintres en fait, se sont rendus compte que c'était un outil qui était génial pour plein d'autres choses, pour aider à leur travail, à la fois pour les assister dans la création d'une peinture. C'est d'ailleurs grâce à la photographie, par exemple, qu'on a su faire des chevaux au galop anatomiquement corrects, ce qu'on ne savait pas faire avant, parce qu'on n'arrivait pas à séparer le mouvement du cheval au galop à l'œil nu. Et c'est la photographie qui a permis de montrer qu'en fait, les peintres s'étaient tous trompés avant sur la manière dont un cheval est au galop en instantané. Et évidemment, ensuite, ça a créé une forme d'art en elle-même. Ça a influencé aussi la peinture pour qu'elle s'éloigne de la photographie et qu'on aille vers d'autres types de créations. Et puis, ça a entraîné d'autres arts subséquents, le cinéma, etc. Effectivement, là, on est dans une période assez fascinante d'un bouleversement technologique. Je pense que l'intelligence artificielle a fait plus de progrès dans les 5 dernières années que peut-être dans les 30 années précédentes. Et c'est assez fascinant de vivre ça. Il y a des gens qui disent on est peut-être aux portes d'une nouvelle renaissance, où finalement la renaissance, elle est née de entre autres de l'imprimerie qui a permis de diffuser les connaissances d'une façon absolument massive. Peut-être qu'on serait aux portes d'une nouvelle renaissance aussi, parce qu'il y a des nouvelles modes d'accession au savoir qui sont dus à cette intelligence artificielle. Et je pense qu'on n'est qu'au tout début. De cette nouvelle vague qui, pour le meilleur et pour le pire, probablement aussi, il va sûrement y avoir des choses, encore plus de désinformation pendant les campagnes électorales, etc., pour ne citer que cet exemple-là.
mais c'est quand même fascinant. C'est vrai que quand tu parles de Renaissance, je trouve que c'est particulièrement approprié. Il y a un projet récemment que je trouve fascinant, alors surtout en tant qu'historien de l'Antiquité, qui s'appelle le Vesuvius Challenge, le défi du Vésuve, et qui concerne des papyrus romains, des livres antiques, qui ont été retrouvés dans une villa près de Pompéi, à Herculanum, et qui avaient été ensevelis par l'éruption du Vésuve en 79 après Jésus-Christ. Et donc il y avait toute une bibliothèque en fait, d'un très riche romain qui a été totalement ensevelie, et ça a donc préservé les volumes de papyrus dans lesquels il y a ces livres. Évidemment, le problème, c'est qu'ils sont totalement carbonisés, et donc vous ne pouvez pas les lire à l'œil nu, à part ceux qui étaient particulièrement bien préservés, qui, depuis le XVIIIe siècle, on a essayé un peu de les ouvrir pour voir des choses à l'intérieur, mais bon, on en a détruit beaucoup. Et il se trouve que récemment, on a réussi à en faire des scans 3D suffisamment précis pour pouvoir vraiment rentrer à l'intérieur des différentes couches du papyrus et à le dérouler virtuellement, en quelque sorte. Et après, il restait un travail en fait, d'IA, pour le coup, pour détecter l'encre sur ces couches de papyrus. Et en fait, il y a un entrepreneur américain qui a lancé un concours ouvert international sur ça, et en fait, ça porte ses fruits. Il y a des gens, il y a d'ailleurs un étudiant de 21 ans qui faisait du machine learning et qui a travaillé là-dessus et qui a réussi à trouver un algorithme pour détecter l'encre sur ces papyrus. Et on commence à avoir donc de nouveaux textes qui viennent de l'Antiquité. Et c'est amusant parce que c'est un peu ce qui s'est passé à la Renaissance aussi, où la Renaissance, elle a été aussi provoquée à la fois par l'imprimerie et par la redécouverte de textes de l'Antiquité. Donc ce serait assez amusant historiquement que la Renaissance permise par la technologie qu'est l'intelligence artificielle s'accompagne aussi de la découverte de nouveaux textes de l'Antiquité, comme ça avait été le cas au XVe et XVIe siècle. Tout à fait. Donc est-ce que dans 300 ans, les gens qui verront les textes générés par ChatGPT, quel œil ils auront dessus? Est-ce qu'ils se diront que c'était voilà, le prologue de quelque chose de très grand ou pas? Après, sur les risques, tu mentionnais le risque de fake news. Toi, ça te paraît donc un risque important dans les années à venir? Oui, je pense que c'est un risque important. De fait, ça devient tellement facile maintenant de générer des fake news. C'est plus techniquement, c'est pas quelque chose qui est techniquement difficile. C'est pas difficile. Des choses qui étaient techniquement difficiles, comme faire des attaques informatiques, générer du code informatique pour faire des vers, pour faire tous ces malwares, etc. C'est des choses qui étaient techniquement très difficiles. Il fallait les meilleurs ingénieurs de cybersécurité. Souvent, c'est les mêmes qui font la cybersécurité et qui font les attaques informatiques. Et il fallait les meilleurs hackers du monde pour faire ces vers informatiques qui s'infiltrent dans les systèmes d'information. Maintenant, en utilisant ces technologies d'IA, c'est beaucoup plus facile. Et du coup, c'est vrai que pour moi, il y a des dangers qui sont de fait, où ça abaisse la barrière pour ce type de mauvais usage de l'intelligence artificielle. Et aussi le risque des arnaques personnelles, d'aller... Voilà, c'est ça, ça va devenir beaucoup plus personnalisé. Ouais. C'est vrai que on va recevoir beaucoup plus des courriers qui vont être encore plus subtils dans la façon dont ils vont faire comme si c'était votre banquier qui vous écrit, etc. Et ça va devenir... beaucoup plus facile à faire à beaucoup plus grande échelle. Oui, au fond, moi, je suis plus inquiet d'ailleurs de ce genre de choses-là, des attaques informatiques plus poussées et de l'escroquerie individuelle que du risque de la diffusion de fake news dans l'espace public. Où je crois que c'est Yann Lequin, le chercheur de Meta en IA, qui disait que le problème des fake news, c'est plus un problème de diffusion que de génération. En un sens, c'est vrai qu'on manquait pas de fausses informations sur Internet jusqu'ici. Donc la capacité à en produire plus en soi, ça n'a pas changé grand-chose par rapport à ce que les réseaux sociaux donnent comme terrain de déploiement, de caisse de résonance pour ces fake news. Oui, tout à fait. Et l'autre aspect, c'est que évidemment, on commence à pouvoir générer des images extrêmement photoréalistes de choses qui ne se sont pas passées. Pareil, c'est pas tout à fait nouveau en principe parce que depuis l'invention même de la photographie, on savait trafiquer des photos, mais c'est devenu beaucoup plus facile à faire. Donc c'est vrai qu'il y aura peut-être sans doute une période bizarre où des gens vont se faire avoir par ce qui ne sont pas des montages, en fait, par de la génération de fausses images politiques, jusqu'à peut-être, moi j'ai l'idée que ça va se passer comme ça, que tout le monde finisse par partir du principe qu'une image qu'il voit sur Internet est fausse. Et potentiellement fausse. Et a priori plutôt fausse que vraie. Alors a priori plutôt été générée par IA que capturée dans la réalité. Et donc le problème, ça va peut-être devenir de réussir à faire confiance aux vraies images qui seront soupçonnées elles aussi d'être de fausses images en fait. Oui, tout à fait. Et je pense qu'il y a des gros enjeux. Un des gros enjeux, c'est l'éducation. Et je pense que éduquer les jeunes générations à avoir un esprit critique sur ce qui est généré par cette IA, ce qui est
c'est de la même façon qu'il faut apprendre à faire une recherche sur Internet. Tout le monde, c'est pas si évident de faire une recherche sur Internet. Les informations qu'on trouve sont hiérarchisées selon l'algorithme de Google, mais c'est pas forcément ce que vous voulez en premier. Donc il faut apprendre à faire une recherche sur Internet. De la même façon, il faut apprendre à avoir un esprit critique par rapport à ce que sort une IA générative. Et je pense qu'il y a beaucoup de travail sur l'éducation. La bonne nouvelle, c'est que cette IA peut être aussi utile pour l'éducation. Super, merci. Merci beaucoup pour ces échanges. Je vais inviter du coup le public à poser des questions. Si vous avez des questions pour les intervenants, c'est le moment. Bonjour. Est-ce qu'il y a une façon pour l'intelligence artificielle de reconnaître si une photo est générée par l'intelligence artificielle ou pas ? Sur les photos, il y a des techniques qui commencent à pouvoir dire ça. Mais c'est toujours un peu le jeu du chat et de la souris. Hein. Donc, à chaque fois, les techniques s'améliorent et il y a des détecteurs. Sur les photos, ça commence à marcher. Sur les textes, à mon avis, c'est totalement déraisonnable de penser qu'il va y avoir une bonne solution sur le texte, dire ce texte est généré par une IA. C'est tellement bon sur le texte que ça, à mon avis, c'est totalement illusoire. Et c'est moins gênant pour le texte d'ailleurs, j'ai tendance à penser, parce qu'après tout, un texte n'avait pas de valeur de vérité en principe. Enfin, même quand il n'est pas généré par IA, on peut raconter des mensonges. Mais c'est vrai que sur les photos, j'imagine qu'on pourra, enfin, je pense que raisonnablement, on pourra toujours, si par exemple c'est un procès où c'est vraiment important de déterminer si telle photo, dans le détail, avec des recherches, elle a été générée ou pas par IA, pour voir si quelqu'un a commis un crime, j'en sais rien. Je pense qu'on arrivera toujours à déterminer. Enfin, mais par contre, ça ne veut pas dire que quelqu'un qui voit dérouler son fil sur Facebook qui passe, il va faire ce travail-là, et même si potentiellement on pourrait savoir il ne le sera peut-être pas dedans. C'est vrai qu'il y a deux cas d'usage différents de la reconnaissance. Oui, merci. Vers la fin, vous avez mentionné les fake news. Alors aujourd'hui, par exemple, si on prend Facebook, parfois, selon la source, il va mettre qu'il s'agit d'un média d'État et autres. Vous ne pensez pas qu'il y aurait une solution, peut-être une forme de certification, pour dire... parce que comme il y a certains profils, hein, par exemple, qui sont certifiés sur Twitter ou autres, alors il faudra un certain filtrage, mais pour dire, cette nouvelle-là, disons, pas avec une certitude de 100%, mais elle est quand même pertinente. L'autre, il faut s'en méfier. Vous avez raison, mais se pose la question de certifier par rapport à quel standard de vérité. C'est-à-dire, pour être certifié sur Twitter, il suffit de payer les, je sais pas, $10. Donc oui, mais il faut faire preuve quand même de son identité. Je suis même pas sûr, en fait. Non, sur ouais. Twitter, non. Mais donc, il se pose effectivement, ouais. même Wikipédia. Est-ce que Wikipédia est un gold standard de vérité? C'est pas vrai. Wikipédia, il y a des erreurs dans Wikipédia parce que c'est créé sur du consensus et c'est pas forcément créé sur. Donc, vous avez raison. Il va y avoir de plus en plus les journalistes se posent beaucoup de questions là-dessus, d'organismes. Oui, il y a Conspiracy Watch et d'autres, mais est-ce que ça vaut pas la peine de faire, parce que comme on a différentes entités pour réguler, là aussi créer peut-être une commission à un niveau européen ou autre avec le risque qu'il y ait une uniformisation de qu'est-ce que c'est que c'est quoi la vérité? La vérité, elle est toujours multiple. Au niveau des faits qui sont confirmés. Ouais. Après, l'opinion, chacun peut se la faire. La frontière n'est pas si facile. Par exemple... S'il y a un article qui dit que, je ne sais pas, à cause de l'accord sur le Mercosur, ça a causé telle baisse du niveau de vie des agriculteurs, imaginons quelque chose comme ça, probablement qu'il y a une réalité derrière. Enfin, effectivement, ça a eu un effet, et cet effet, il a été positif ou négatif. Mais ensuite, il y a quand même des débats économiques qui vont dépendre un peu des théories des uns et des autres. On n'a pas de certitude absolue. Et donc là, est-ce qu'on va classer ça comme un fait vrai ou pas? Enfin, je trouve que c'est souvent, malheureusement, pour les questions politiques sensibles, c'est difficile d'isoler un fait dont tout le monde peut se dire ok, ce fait il est vrai ou pas. Ça marche pour des choses basiques du genre est-ce que Macron a été en Chine la semaine dernière ou pas quoi. Enfin, ça oui. Non mais là c'est l'opinion dont vous parlez sur Mercosur. C'est pas vraiment l'opinion, je veux dire un fait derrière et il y a sans doute une vérité. Enfin, il y a quand même un fait. L'accord il a ou pas un effet, il a un effet positif ou négatif. C'est pas vraiment une opinion, c'est juste que on sait pas vraiment très bien déterminer le fait exact. Je trouve que c'est pas seulement une opinion en disant moi je trouve ça bien ou moi je trouve ça pas bien. Enfin, et donc il y a plein de cas comme ça. C'est ça qui est difficile. Ouais. Non mais je parle au niveau de la manipulation qui est fait par certains médias notamment. Enfin sur Internet c'est très facile puisqu'il n'y a aucun contrôle, mais donc il y a là une possibilité quand même d'avertir les gens en disant qu'il faut faire attention peut-être à ce niveau-là.
C'est aussi sur les sources elles-mêmes. En fait, il y a des sources qui sont plus ou moins fiables. Cela dit, j'ai l'impression que ça, c'est quelque chose qui se fait un peu organiquement. Et malheureusement, il y a des gens qui considèrent que justement les sources qui sont authentifiées comme fiables, c'est celles qui ne sont pas fiables, et qu'inversement, en fait, il faut faire confiance à celles qui sont hors du système. Donc c'est toujours un peu un jeu de chat et de la souris aussi dans un autre domaine. Et je trouve ça compliqué techniquement de trouver une solution à ça. Je pense que malheureusement... Dans les citations, Ouais. notamment, hein, quand Oui. vous voyez les posts avec des citations, que ce soit indiqué que faire attention, Oui. la source, elle est peut-être pas tout à fait neutre. Oui, c'est quelque chose qu'on pourrait envisager de faire. Mais voilà. Mais c'est compliqué parce qu'il y a des gens qui cherchent à avoir les informations contraires aussi. Enfin, malheureusement, là, je pense que la technique a des Non, mais limites, dire quand qu'elle est même. orientée, la source, peut-être pas nécessairement Oui. dire qu'elle est, mais j'ai qu'elle est bien compris. orientée. Ouais. Ah, excusez-moi, oui, bonjour. Je m'adresse à vous qui avez écrit Rome. Ouais. Il me semble avoir compris que vous l'aviez écrit grâce à l'IA. Quel est le pourcentage de votre patte après le texte ou les idées, les arguments? Alors, le livre, il est construit vraiment sous une forme d'alternance entre des passages écrits par IA et des passages que j'ai écrits entièrement à la main, entre guillemets. Donc il y a quelque chose comme 40% du livre qui est écrit par IA et le reste par moi. Et puis par ailleurs, même dans les parties écrites par IA, d'abord il y a un travail de couture parce que pour l'instant il n'y a pas de modèle qui fasse plusieurs centaines de pages d'un seul coup. Oui, c'est vrai. Et donc il faut de toute façon faire des générations très isolées, ensuite Oui. les relier les unes aux autres. Et un peu de travail de polissage de ce qui a été fait pour éviter des répétitions, des redondances. J'ai voulu garder un style assez brut, tiré de GPT-3 en l'occurrence, parce que c'était un peu le principe du livre. Oui, Mais donc il y a quand même un peu de travail de relecture et de correction de ce que fait l'IA, plus le travail de choix dont je parlais avant, évidemment, parce que je n'ai gardé qu'une toute petite partie de ce qu'a produit l'IA. très bien. Est-ce que vous aviez déjà écrit un autre ouvrage précédemment? Oui, j'avais écrit 3 livres d'histoire auparavant. Oui. Très bien. Moi, je suis auteur aussi. Mais est-ce que vous lui avez demandé pour ce livre-là de le faire à la façon de... Et votre prénom, non. Alors, non, parce que j'étais pas assez connu, je pense, pour que je sois dans le modèle initial. J'aurais pu faire un fine-tune, comme on dit, sur mes propres textes du modèle. Mais moi, c'était pas l'idée, parce que je voulais pas automatiser mes propres livres, je voulais faire quelque chose de nouveau, qui interagisse avec cet dans ce outil-là, sens-là. et où mon apport était justement l'écriture sans IA, à partir de ce qu'écrit l'IA. Mais potentiellement, c'est quelque chose qui pourrait être intéressant à faire, même pour... s'il y a un livre sur lequel je veux passer, comme je fais des essais en plus, c'est plutôt pour passer des idées. Et pourquoi pas, après tout, qu'au niveau de certaines phrases, on puisse me proposer des rédactions de l'idée que j'ai. Oui. C'est quelque chose qui pourrait tout à fait être envisagé. D'accord. Oui, bonjour, merci pour ces informations. Une question qui fait pour rebondir sur ce que disait la dame. Vous avez 40% de votre roman qui a été écrit par ChatGPT en termes de droit, de copyright. Est-ce que ça vous appartient à vous? Est-ce que ça appartient à ChatGPT? Est-ce que ça appartient à n'importe qui? Est-ce que c'est open, open source? Alors, c'est une bonne question. OpenAI, en principe, dit qu'ils ne sont pas responsables des textes qui sont produits. Donc, bon, il y a cette chose-là, mais en réalité, c'est un peu un vide juridique pour l'instant. Il y a des procès en cours aux États-Unis. Ça n'est pas encore vraiment tranché. Ce qui me semble... je pense que ce vers quoi on va se diriger, probablement, c'est que plus il y a de retravail de la production d'un modèle, je pense à ça pour le texte, mais surtout pour les images en réalité, plus on se rapproche de la propriété intellectuelle de l'auteur. Moi, c'est un livre qui est quand même très 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 recomposé à partir de ce que fait ChatGPT. C'est pas du tout le résultat brut de ce qu'a fait ChatGPT. Et puis il y a une grande partie qui est à moi et où tout ça est articulé avec un travail personnel. Donc je suis pas très inquiet sur la propriété du livre. Par contre, je l'ai fait aussi illustrer. J'ai fait des images de faux objets archéologiques donc par IA parce que je trouvais ça amusant de pouvoir imaginer à quoi ressemblait un ordinateur romain avec une photo du catalogue du British Museum, si jamais on avait eu ça. Et ça, les images, par contre, alors l'intégration des images dans le livre, ça fait partie, disons, de l'objet livre et de la propriété que je peux en avoir, mais l'image individuelle générée par Stable Diffusion ou Midjourney, enfin Midjourney en l'occurrence, pour celle-ci, elle ne m'appartient pas directement et elle peut être réutilisée. Et d'ailleurs, elle l'a été, on m'a demandé, pour une encyclopédie. Voilà. Donc c'est vraiment une sorte de casuistique à faire sur ces questions-là, et peut-être qu'on y verra plus clair dans plusieurs années quand il y aura eu la jurisprudence. C'est en train d'évoluer très très vite, cette question du droit d'auteur sur ce qui est généré par l'IA. Donc en ce moment, on est en phase un peu exploratoire et je pense que ça va beaucoup bouger. En tout cas, je vous remercie pour votre participation et merci au public pour votre intervention. Je vous invite à... Bravo.
Si vous avez d'autres questions à poser à Raphaël Dohan ou à Laurent Daudet, je vous invite en fait à aller les rencontrer. Il y a une zone de rencontre littéraire juste en face. Et en fait, ils vont dédicacer leurs ouvrages, donc vous pouvez continuer à échanger. En tout cas, merci beaucoup. Bonne journée.